du Sud, qui vient clore 3 jours de débats et de rencontres entre le public aixois et les auteurs. Pour certains, de vrais écrivains du Sud, pour d'autres, aixois le temps d'un week-end. Et nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous, je souhaite que, après ce temps d'échange que je vais avoir au cours d'une demi-heure avec Denis Coutagne, vous puissiez directement lui poser des questions. Nous avons l'immense honneur d'avoir Denis Coutagne, vous retrouver, alors que vous avez consacré la grande partie de votre carrière à Aix-en-Provence, au musée Granet. Tout le monde vous connaît. Je ne vous savais pas savoyard, je ne vous savais pas non plus de formation philosophe. Vous avez exercé d'abord dans les musées des Beaux-Arts de Besançon, avant de rejoindre Aix-en-Provence en 1980, où vous vous êtes dédié à la connaissance de l'œuvre de Granet et à celle de Cézanne, fonction que vous avez conservée, puisque vous êtes aujourd'hui président de la société Paul Cézanne, et on connaît vos travaux auxquels les Aixois sont extrêmement sensibles et qui ont cours encore aujourd'hui, en particulier avec le beau projet d'inauguration de la Bastille du jazz de Buffon. Et c'est un autre titre que vous êtes invité aujourd'hui, ce n'est pas en tant que conservateur en chef du patrimoine, ce n'est pas en tant que directeur du musée que l'on vous retrouve aujourd'hui, c'est en tant que romancier, en réalité. Et disons-le d'emblée, c'est un vrai roman que vous avez commis, qui a pour titre le journal romain de François-Marius Granet, chez Fage Éditions. On va aborder au cours de cet échange, eh bien, non seulement la vie de Granet, ce personnage qui a donné son nom au musée d'Aix-en-Provence, sa ville natale, mais on va plus encore aborder votre œuvre romanesque qui prend la forme d'un journal, avant d'élargir par cercle concentrique et de parler de votre rapport à la fiction, de votre rapport à la peinture également, puisque l'on vous connaît peintre, et de votre rapport à vos influences littéraires, puisque c'est depuis les années 1980 que vous publiez. Il y a un compagnonnage qui a beaucoup compté, c'est celui de Julien Green, sur lequel on va revenir. Et je vous propose peut-être de nous camper le portrait de Granet, né à Aix en 1775, dans quelle famille, avec quelles influences? Granet est d'une famille aixoise, j'allais dire, assez modeste et assez traditionnelle. Il est inscrit dans la tradition de l'Ancien Régime, avec une formation chrétienne de base. Il n'a pas une théologie très savante. Bon. Mais c'est important parce que ça traversera, ça s'appelle le romain, ça traversera toute sa vie et toute son œuvre. Donc cet enseignement est très important. Son père est maître maçon, donc il découvre l'architecture, si je puis dire, à travers son père. Et on semble dire, mais c'est peut-être une histoire qui vient de Giotto et qu'on a rapporté ensuite à Granet, qui dessinait, en accompagnant son père sur les chantiers, qui dessinait des choses sur les pierres. Bon, je veux bien. En tout cas, il est de cette formation-là et son travail pictural, en tout cas celui qu'il fait à Rome, est très marqué par l'architecture, par une architecture, on va dire, traditionnelle, avec un souci de véracité, un souci de vérité, bien imaginaire, parce que Granet est un peintre aussi imaginaire, c'est ça qui est fabuleux dans son œuvre. Il veut s'orienter plutôt vers les arts, et il y a un personnage qui s'appelle Constantin, qui revient de Rome, qui enseigne le dessin, l'aquarelle, les lavis, la peinture, et Granet commence à apprendre, j'allais dire, auprès de Constantin, à dessiner, et il aura, on va le dire ici tout de suite, une très grande amitié pour Constantin, qui mourra en 1843, donc très tardivement, un peu dans la misère, et Granet, qui sera un peu plus un homme qui a réussi, qui a des revenus, qui a des moyens, va l'aider et l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie, même quand il est à Paris et que lui, Constantin, est resté à Aix. Donc Granet a cette formation-là, et dans cette formation-là, il rencontre quelqu'un qui s'appelle Forbin, qui est sur le premier abord d'une grande famille d'aristocratie aixoise, qui veut apprendre aussi le dessin, qui va jouer un rôle majeur dans la vie de Granet, autant pour aller à Paris que pour aller à Rome, que pour ensuite revenir à Paris, où Granet aura un poste de conservateur de musée à un moment donné pour une stabilité, on va dire, à la fois sociale, professionnelle et monétaire. Enfin, bon, les retraites étaient moins souvent accordées à ce moment-là.
Donc voilà, ce Granet, pour le camper dans sa toute première partie, deuxième partie de sa vie, la Révolution française intervient, à Aix comme ailleurs. Il fera un tableau. Vous savez, il y a quelqu'un qui a fait un autre roman sur Granet, qui s'appelle Bruno Racine. Vous citez d'ailleurs. Bah oui, je le remercie parce que. Il y a l'influence de l'Académie de France à Rome. Et puis il a été directeur de l'Académie de France à Rome. Et je crois que c'est à Rome qu'il a découvert Granet. Et il a fait un commentaire sur un tableau que Granet peint, donc moi je ne m'attendais pas évidemment, qui est une messe sous la terreur. Granet, à la fin de sa vie, fait un grand tableau qui représente une messe sous la terreur. Mais il attend la fin de sa vie pour faire ce tableau-là, sur lequel je renvoie au livre de Bruno Racine, après tout. Et il y a de très bons auteurs aussi sur Granet. Moyennant quoi, Granet monte à Paris, aidé par la famille Forbin. À l'âge de 21 ans. Oui, très tôt, finalement très tôt. Après sa formation à l'école de dessin Après une formation, il a continué à se former à Paris, il va rentrer dans l'atelier de David. Il ne va pas trop se plaire dans cet atelier, d'abord il faut payer, il n'a plus de sous. Et puis le climat davidien n'est pas tout à fait avec Bonaparte qui commence à. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. Granet n'est pas tout à fait de ce milieu-là. Forbin, oui, plus, il va jouer, il va être même l'amant de Pauline Bonaparte, il va aller à Wagram, il va écrire une lettre, on croit lire du Stendhal, parce qu'il fait sa relation de Wagram dans une lettre. C'est étonnant, il y a des choses étonnantes. Moyennant quoi, Granet très vite découvre que Paris n'est pas pour lui, que le monde davidien et napoléonien qui se met en place sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan religieux aussi, Granet est profondément chrétien d'une certaine façon. Donc il se dit, c'est à Rome, ma place est à Rome. Et il obtient par Forbin de pouvoir faire en 1802 un voyage, donc Paris-Rome, alors que rien ne l'appelle à Rome. Il n'y a pas d'Académie de France à Rome qui n'existe plus parce que la Villa Mancini a été détruite, subi les armes de la Révolution française sur le Corso. Il n'y a plus d'Académie de France à Rome, quand Granet y arrive, il faudra attendre 1803 pour que Bonaparte fait quand même des choses pas trop mal, ce Bonaparte. Il institue l'école française de Rome. Puis juste un mot quand même dans ce roman, c'est un personnage de mon roman, d'une certaine façon. On ne le voit jamais, il n'est jamais à Rome, mais il rôde un peu quand même entre les arches. En tout cas pour Granet, qui écrit ce journal. Moyennant quoi, Granet, mais on en parlera pour l'écriture de ce roman, donc on ne va pas le lire tout de suite. Granet arrive à Rome et se demande qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est venu peindre à Rome, moyennant quoi il reste à Rome pratiquement de 1802 à 1830. Petite interrogation. Il arrive à ses 26 ans à Rome. Oui. Et il en partira définitivement en 1830. Donc il a 25 plus 30. 53. 55 ans. Il est déjà. Et puis, il terminera sa vie. Il a reçu un institut. Forbin lui a trouvé un poste de conservateur au Louvre. Il va devenir responsable du salon. Il devient plus académique à ce moment-là. Ingres lui a trouvé un peu. Ou c'est Ingres qui lui trouve un poste à l'Institut. Et il loge à l'Institut. Et il se trouve être en relation avec Louis-Philippe, qui collectionne des Granets depuis au moins 10 ou 15 ans. Peut-être par Forbin interposé aussi. Et Louis-Philippe intègre Granet à l'équipe de direction qu'il met en place pour transformer Versailles en un musée des gloires nationales, qui deviendra le musée de Versailles. Et Granet y participe grandement pour composer la galerie des batailles et la galerie des croisades. C'est surtout les domaines où il œuvre. Et petite histoire pour le Aixois, il y avait un tableau de Louis XVIII représentant Bonaparte, représentant Louis II, un tableau de gros représentant Louis XVIII quittant les Tuileries au moment du retour de Napoléon au moment des 100 jours. Et on a besoin de ce tableau pour Versailles, pour l'inscrire dans l'histoire de France. Et il faut remplacer ce tableau par un autre. Et il y a un tableau que personne ne sait quoi faire et qui est à Paris, et qui est le résultat d'un salon, d'une œuvre de salon qui est revenue et qui est signé qui s'appelle Jupiter et Détis. Ce qui explique pourquoi Jupiter et Détis est ici au musée Granet. Et Michel Guy, ministre de la Culture, a tout fait pour essayer de le récupérer au Louvre, et nous on a tout fait pour le garder, finalement on l'a gardé. Bon, ça c'est l'aspect à la fois administratif, et ça on doit ce tableau à Granet. C'est Granet qui a fait ces démarches-là, qui a fait l'échange, qui a mis en œuvre, etc. Moyennant quoi, Granet est texois d'origine
d'origine. Il avait 3 sœurs, il y en a une, il les emmène à Rome à un moment donné, il y en a une qui meurt à Rome, il reste 2 sœurs. Elles n'avaient pas de dot, elles n'ont pas pu se marier, donc on les appelle les Granettes, et elles habitent une maison que Granet leur trouve dans ce petit village qui quitte Aix en allant vers les qui s'appelle les Granettes, et Granet s'achète une bastide, c'est pas la chasse de bouffon, c'était la bastide de Granet qui est devenue l'école, où il met ses collections jusqu'à ce que ces collections soient données par lui au musée Granet et rentrent dans les collections du musée Granet. Donc voilà un Granet qui a une vie aixoise, une vie romaine et une vie plus parisienne et versaillaise, tout en revenant à Aix. Et la Révolution de 1848 l'oblige à quitter ses appartements, tant à l'Institut qu'à Versailles, à revenir à Aix. Et puis bon, il est quand même un très vieux monsieur et il meurt en 1849. Il lègue donc une œuvre qui va constituer les collections du musée Granet d'Aix-en-Provence, ainsi qu'une correspondance et des mémoires. Alors, Granet, d'abord, on parlera de son œuvre après, en parlant de ce roman, si je puis dire, donc je laisse un peu son œuvre. Il est collectionneur. Bon, ça fait partie aussi de sa démarche à Rome. On collectionne à Rome. Forman collectionne un peu, mais surtout le cardinal Fesch. Les collections de Nantes sont faites à partir des collections de Capot, qui étaient potentielles, si je ne me trompe pas, à Rome quand Granet arrive. Et Granet va gagner sa vie d'ailleurs en faisant des collections des autres. Le général Miolis, que Granet avait toute raison d'aimer parce que c'est un ex-roi et de haïr parce que c'est lui qui a quand même obligé le pape Pie VII à quitter le Quirinal et à devenir prisonnier à Fontainebleau. Enfin, moyennant quoi, Granet a constitué les collections aussi du général Miolis. Et il a fait ses propres collections à lui, qui sont maintenant au musée Granet. Donc il y a beaucoup d'œuvres hollandaises, flamandes, moins italiennes, curieusement, dans les collections de Granet. C'est plutôt la peinture du Nord qui a fait le fond de sa collection, une grande part. Donc, ce musée, Granet était un homme, j'allais dire, il comprenait les choses, il donne l'argent qu'il faut pour construire l'aile du musée qui permettra de recevoir ses collections. C'est-à-dire qu'il paye, donne à la ville les moyens de construire, d'agrandir le musée. Donc il faut d'autres Granets. Voilà. Donc ce Granet-là, collectionneur, est important. Et puis, vous faites référence à sa correspondance. En fait, on ne la connaît pas, sa correspondance, on connaît les lettres qu'il a reçues. On a à peu près 1200, 1500 qui sont au musée Argot. Il a donné ça en même temps que ses collections, il les avait gardées, au moins une part si importante qu'elle permet de suivre Granet, et je veux dire, ça m'a aidé dans la documentation de ce livre. Mais de lettres de Granet, on a peu. Le seul texte vraiment de Granet qu'il fait, c'est en 1847-8, quand il a perdu sa femme Néna et qu'il est un peu déjà sur la fin de vie, et il s'installe à côté de Mâcon, chez la fille de Forman d'ailleurs, et je pense que c'est là qu'il écrit une trentaine de pages qui se veulent l'histoire de sa vie, qui sera publiée par son exécuteur testamentaire, Herriès, en 1871 dans le Temps. Donc c'est une source où ça a été publié, etc. On a 3 manuscrits différents, dont aucun est de la marque de Granet, et dans les 3 manuscrits, c'est pas exactement le même texte. Donc c'est très intéressant, c'est comme les évangiles, il faut comparer, il faut essayer de trouver la source première. Donc ce texte m'a servi aussi quand même de référence pour certains aspects de la vie de Granet, mais je m'en suis tenu assez loin parce que Granet, en 1848-49, quand il écrit sa vie, elle est tellement romancée, j'allais dire pas au mauvais sens du terme, mais quand même un peu, que j'ai peu repris de ce texte-là, sauf des anecdotes ou des choses qui étaient très précises, comme la mort de Esménard, que j'ai trouvé dans ces pages-là. Puis après, j'ai fait ma recherche historique pour comprendre ce qui s'était passé. On va en dire peut-être un mot tout à l'heure. Je vais m'en revenir sur les personnages. On voit, vous avez cité sa femme Néna. C'est un mariage tardif, mais un amour de jeunesse rencontré à Rome en 1803. On va revenir sur les personnages de votre journal. Mais venons-en directement à vos mots, à votre imaginaire, en commençant peut-être par une lecture de votre texte, pour que le public puisse entendre ces mots, ces émotions à l'arrivée de Granet à Rome. Nous sommes le 14 août 1802. Enfin, me voilà arrivé à Rome. Enfin, me voilà arrivé à Rome.
En fait, c'est le 26 Thermidor de l'an 10. C'est moi qui trouve que c'est le 14 août 1802, parce que Dernier écrit un journal et il obéit encore au calendrier révolutionnaire qui dicte le temps. Nous avions, Sigeran, Marmilor, Forbin et moi, une adresse à la Locanda della Croce chez un certain François Dumont qui vit à Rome avec son frère. Notre cocher a tout de suite trouvé le palais caché derrière un grand mur couvert de lierre, via Margutta. Avant même que j'eusse posé pour la première fois mon pied sur le sol romain, Forbin tirait la poignée fixée à un fil de fer au bout duquel une clochette de l'autre côté du mur se mit à tinter. Le soleil commençait à baisser. Je ne fus qu'ébloui par ces rayons qui m'interdirent de deviner l'ordonnancement de la rue où nous étions, sinon qu'elle longeait une colline. Je reconnus simplement qu'elle était fort étroite, recouverte de pavés mal ajustés. Une vague odeur d'urine me donnait un peu la nausée. Les chiens abandonnés aboyaient autour de nous, prêts à salir de leurs pattes boueuses nos habits, déjà fripés par le voyage. En tout cas, ce soir, je suis bien incapable de dire où situer cet hôtel dans Rome, sinon que nous sommes tout proches de la porte du peuple, non loin du Corso, pratiquement en contrebas de la Villa Médicis à ce que l'on m'a dit. J'écris ces noms, dit Granet, alors que j'ai si peu de repères géographiques à Rome, sinon des noms qui résonnent dans ma tête à la faire éclater: Forum, Panthéon, Quirinal, Château Saint-Ange, point de suspension. Des noms associés à des gravures que j'ai si souvent reproduites avant notre départ de Paris. Je disposais ainsi d'un carnet entier de, entre guillemets, souvenirs de Rome par Granet, alors que je n'y avais encore jamais mis les pieds. Malheureusement, j'ai perdu ce carnet, mon rêve de Rome. Mais les images sont gravées